11 septembre 2001. Des terroristes détournent 2 avions de ligne sur le World Trade Center. Quelques heures plus tard, les 2 tours s'effondrent. 10 000 secouristes se rendent sur les lieux de la tragédie. Plus de 300 de ces héros sont des chiens. Ils ont cherché des rescapés, réconforté ceux qui en avaient besoin, ou conduit leur maître en lieu sûr. L'un d'entre eux a même perdu la vie ce jour-là. Vous allez découvrir comment les secouristes et le meilleur ami de l'homme ont travaillé de concert au moment où l'Amérique en avait le plus besoin. Le matin du 11 septembre 2001, l'officier de la police portuaire de New York, David Lim, fait sa ronde au World Trade Center. Il est accompagné de son coéquipier, un labrador jaune nommé Sirius, spécialisé dans la recherche d'explosifs. David et Sirius travaillent ensemble depuis plusieurs années et veillent à la sécurité des tours jumelles. Ce mardi matin commence comme tous les autres jours. Notre mission était de vérifier les véhicules entrant et sortant du bâtiment pour détecter la présence éventuelle d'explosifs. Une autre partie de notre travail consistait à sécuriser la zone en cas de visite d'une personnalité. Ce jour-là, je suis arrivé vers 6 heures du matin. On a passé en revue quelques véhicules avant de prendre une pause. Tout à coup, j'ai senti le bâtiment trembler. Au 78e étage de la première tour, Michael Ingson, employé d'une grande société informatique, est à son bureau. Son meilleur ami est par terre à côté de lui. Michael est aveugle de naissance. Son chien guide, Russell, l'accompagne partout. J'ai grandi en Californie du Sud où les tremblements de terre sont fréquents. On a pensé qu'on allait faire un plongeon de 78 étages. On se disait déjà adieu quand ça a cessé de bouger. Ensuite, la tour a commencé à reprendre sa position verticale normale. Ma chienne était assise juste à côté de moi. Elle remuait la queue et elle bâillait. Alors j'ai su, parce qu'on forme une équipe, elle et moi, que si elle ne montrait pas d'anxiété, c'est qu'à ce moment-là, à cet instant précis, on pouvait songer à évacuer dans le calme. Pendant ce temps-là, au 64e étage de la tour voisine, Janelle Guzman est assise à son bureau. Elle est loin de se douter qu'un chien va bientôt devenir l'être vivant le plus important de sa vie. En entendant le vacarme provoqué par le crash de l'avion sur la première tour, Janelle va à la fenêtre voir ce qu'il se passe. Je me rappelle être allée à la fenêtre. On voyait des bouts de papier tournoyer dans le ciel. Au moment où j'ai approché la tête de la vitre, j'ai vu une boule de feu. J'ai regardé mon ami et j'ai demandé « Mais qu'est-ce qui s'est passé ?» Et là, quelqu'un a répondu « Je crois qu'un petit avion a percuté la tour. » À ce moment-là, je n'imaginais pas que c'était bien plus grave que ça. Dans l'autre tour, David Lim et Sirius viennent d'achever leur ronde lorsqu'ils entendent une communication radio sur la fréquence de la police. J'ai entendu une transmission radio venant du poste de police disant qu'il y avait eu une explosion dans les étages supérieurs de la tour 1 du World Trade Center. La première chose à laquelle j'ai pensé, c'est qu'on avait peut-être laissé passer quelque chose. J'ai dit à Sirius, on va avoir des ennuis. Sirius est un chien dressé pour détecter des explosifs, pas pour secourir des personnes. Tu n'es pas sauveteur. David prend alors une décision fatale, qui aujourd'hui encore le hante. J'ai pris Sirius et je l'ai remis dans sa cage en lui disant de rester là et d'attendre que je reviendrai quand ce serait fini. Je l'ai laissé là et je suis allé aider aux opérations de sauvetage. La cage de Sirius se trouve dans le sous-sol de la tour 1. 78 étages plus haut, Michael Ingson essaie de sortir. Michael n'est pas le genre d'homme à laisser sa cécité l'empêcher de faire quoi que ce soit. Mais il va avoir besoin de son guide Russell pour évacuer les lieux au plus vite, et les escaliers sont remplis de gens paniqués. Bon chien, continue. Je devais rester concentré sur Russell. Il était important que je l'encourage, que je lui dise que c'était un bon chien, que je fasse en sorte qu'elle ne panique pas. Parce que si elle sentait de la nervosité dans ma voix, elle se mettrait à regarder autour, et ma nervosité la gagnerait. Dans les 2 tours, la panique se répand. Dans la tour 1, David Lim monte les escaliers pour rassurer et rediriger les milliers de personnes affolées qui tentent d'évacuer le bâtiment endommagé. Les gens me regardaient et s'étonnaient de me voir monter alors qu'ils descendaient. J'étais obligé de leur dire « Continuez à descendre, je vous promets que tout va bien se passer ».
J'entendais de l'agitation en haut parce que des gens tombaient des tours. Gerald Neuber est le chef des inspecteurs de la Société pour la prévention de la cruauté envers les animaux du comté de Suffolk. Attendu à Manhattan pour une réunion, c'est de sa voiture qu'il assiste à la tragédie. Ma radio était éteinte. Je l'ai allumée pour écouter les infos. J'ai réussi à me garer sur le côté de la voie express. Vu la quantité de fumée, je n'ai jamais pensé qu'il s'agissait d'un petit avion. J'étais en train de regarder quand le deuxième avion a percuté la tour. J'étais dans la tour 1, à peu près au 37e étage, quand le deuxième avion a percuté la deuxième tour. À ce moment-là, on a compris qu'il ne s'agissait pas d'un accident, mais d'une attaque terroriste. Les ordres étaient maintenant de faire évacuer tout le monde, aussi vite que possible. Au 64e étage de l'autre tour, Janelle est en train de regarder les informations à la télévision avec ses collègues quand le deuxième avion percute la tour. Ils savent qu'ils doivent sortir de la tour et vite. En descendant, on a croisé des pompiers qui montaient. Ça m'a un peu rassurée. Ça ne pouvait pas être si grave que ça. Janelle va bientôt comprendre à quel point elle se trompe. Quand on a atteint le 30e étage, on a rencontré des pompiers qui montaient les escaliers. Le premier d'entre eux s'est arrêté pour me demander si j'allais bien. Je lui ai dit que oui. Il a dit très bien. On va vous envoyer quelqu'un pour vous aider à descendre. Je lui ai dit que ce n'était pas la peine. Je n'ai pas voulu perdre de temps à lui faire la leçon sur ce qu'était la cécité ou sur le fait qu'on ne caresse pas un chien d'aveugle. Il a caressé Roselle et Roselle lui a répondu par des léchouilles. C'est d'ailleurs probablement la dernière marque d'affection qu'il a reçue. Tandis que Michael Hinkson continue de descendre l'escalier, guidé par sa chienne, les pompiers montent courageusement vers le brasier. Ils ne redescendront jamais. Michael et Roselle ont encore beaucoup d'étages à descendre pour parvenir au pied de la tour. Roselle doit impérativement rester calme et son maître doit garder le rythme sans se laisser décourager par la difficulté de la tâche. Le lieutenant David Lim est tellement occupé à faire évacuer les gens qu'il n'a pas le temps de penser à son coéquipier à quatre pattes, Sirius, resté dans sa cage au sous-sol. Je suis arrivé au 44e étage. Je ne pensais qu'à faire sortir les gens de la tour. Je ne m'en faisais pas pour lui. Il était en sécurité dans sa cage au sous-sol de l'autre tour. Mais à ce moment-là, l'autre tour s'est effondrée. J'ai dit, ça urge, il faut partir. Tout le monde fonce, foncez, foncez, foncez. Cette tour-là va s'effondrer, elle aussi. Je veux tout le monde dehors le plus vite possible. Je ne pouvais pas laisser quelqu'un derrière moi. Son visage m'aurait hanté toute ma vie. Pendant ce temps, au milieu de tout ce chaos, Michael Hinkson réussit à atteindre le rez-de-chaussée grâce à son formidable chien guide, Roselle. On est arrivé en bas des escaliers. De l'eau provenant de la cage d'escalier se déversait dans le bâtiment. Des gens criaient « Par ici, n'allez pas là-bas, ne sortez pas ici, passez par là !» Ils ne laissaient personne sortir. Un agent du FBI a surgi et nous a indiqué où sortir. Il voulait qu'on traverse le centre commercial et qu'une fois à l'extérieur, on court le plus loin possible des tours jumelles. Je ne suis pas sûr qu'elle m'entendait quand je lui disais des choses comme « Bon chien, bon travail, tu fais du super boulot !» au milieu de tout ce vacarme. Mais elle a parfaitement rempli sa mission. Roselle a fait son travail et aidé son maître Michael Hinkson à se mettre en lieu sûr. Tous deux font partie des chanceux qui s'en sont sortis. Au même moment, Janelle Guzman se trouve dans l'autre tour et le lieutenant David Lim tente de diriger les gens vers la sortie. Son équipier Sirius attend son retour enfermé dans sa cage au sous-sol du bâtiment. L'une des tours s'est effondrée. Le lieutenant David Lim a laissé son partenaire, un labrador du nom de Sirius, dans sa cage au sous-sol de la tour, qui est toujours debout. Il aide à gérer la foule dans les escaliers au 44e étage. Une fois les choses sous contrôle, le lieutenant Lim entreprend à son tour de descendre. J'ai commencé à descendre et je me souviens que le bâtiment tremblait déjà un peu. Les lumières clignotaient. On a continué. Au 5e étage, j'ai eu le temps de descendre peut-être encore un étage et là, la tour s'est effondrée. Dans la seconde tour en feu, Janelle Guzman et ses collègues ont réussi à atteindre l'escalier. Mais ils sont en danger. Alors que j'étais dans l'escalier au 13e étage, je me suis penchée pour enlever mes chaussures. Au moment où j'allais me relever, j'ai senti le mur se plier. Tout est devenu noir, poussiéreux. Tout était en train de s'écrouler. C'est comme une locomotive qui arrive sur vous à toute allure. Ce qui m'a frappé, c'est le bruit des étages s'empilant les uns sur les autres, le boum 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 qu'il faisait en tombant, l'effet de souffle généré par l'air comprimé qui traverse le bâtiment. On aurait dit un ouragan.
Soudain, ça a été l'obscurité totale. Il y avait de la poussière. Tout a commencé à s'écrouler. Les débris n'en finissaient pas de tomber. Ça faisait vraiment beaucoup de bruit. Après l'effondrement, le chaos se transforme soudain en silence. Un silence inquiétant. Le silence était total. Quand j'ai ouvert les yeux, j'ai vu que j'étais coincé. Ça a duré quoi? 10 secondes peut-être. Ce qui est sûr, c'est qu'à ce moment-là, j'ai pensé que j'étais mort. Le lieutenant David Lim prend alors conscience qu'il a survécu à l'effondrement de la tour. L'instant d'après, ça s'est arrêté. J'avais des débris au-dessus de moi, mais je toussais. Ça a fait tilt dans ma tête. Je ne sais pas pourquoi, mais j'ai pensé, les morts ne toussent pas. On dirait bien que je suis encore en vie. Au début, vous êtes heureux, vous vous dites, mon Dieu, je suis en vie. Mais après, vous vous demandez, comment je vais sortir d'ici, avec 110 étages au-dessus de moi? Le lieutenant Lim est enseveli. Je suis resté là, je dirais, 5 bonnes heures. J'ai réussi à communiquer par radio avec mes collègues qui étaient au poste. Ils m'ont alors dit que les secours étaient en route. Ensuite, en attendant, j'ai essayé de me dégager de là où j'étais. Et alors qu'on déblayait au-dessus de moi, j'ai vu de la lumière. J'ai pensé que c'était celle de l'étage suivant. En fait, c'était la lumière du soleil. Là, j'ai su que j'allais sortir. Un pompier passe une corde au lieutenant Lim pour l'aider à se sortir des décombres. J'ai attrapé la corde et j'ai escaladé le bâtiment en tirant une main au-dessus de l'autre. Et je suis enfin arrivé à la surface. J'étais sorti d'affaire. Le monde est sous le choc. Après avoir brûlé pendant près d'une heure, en quelques secondes, les 2 tours de plus de 100 étages chacune sont entièrement détruites. Des milliers de personnes sont mortes d'inquiétude pour leurs proches. Rosal, un chien guide, a fait un travail remarquable en faisant descendre 78 étages à son maître aveugle, Michael Hinkson, pour le mettre à l'abri. Janelle Guzman est vivante, mais ensevelie sous des tonnes de gravats. Quant au coéquipier canin du lieutenant Lim, Sirius, enfermé dans sa cage, son sort est incertain. Lorsque la nouvelle de la catastrophe qui vient de frapper le sud de Manhattan se propage, des maîtres chiens de tout le pays offrent immédiatement leurs services. Les chiens de recherche et de sauvetage ont reçu un dressage spécifique et constituent le meilleur espoir de retrouver des survivants dans les décombres. Chaque heure compte. Mais le site où gisent les 2 tours est un lieu extrêmement dangereux. Les débris se consument encore à plusieurs endroits et partout il y a des morceaux de métal et de verre. Dans les heures et les jours qui suivent, les chiens vont se blesser et s'épuiser à la tâche. Ils vont avoir besoin de soins médicaux pour pouvoir continuer à travailler. Gerard Lober de la Société pour la prévention de la cruauté envers les animaux du comté de Suffolk se tient prêt. J'ai reçu un appel de la brigade cynophile de la police de New York, me demandant si nous étions capables de répondre aux besoins à Ground Zero. À midi, on avait un plan d'action. 2 mois plus tôt, nous avions fait l'acquisition d'un bus médicalisé flambant neuf qu'on avait appelé l'unité MASH. Il contenait tout l'équipement moderne nécessaire pour nous permettre d'opérer. Les premiers jours, on a dû traiter une bonne centaine de chiens. Au final, ils sont tous passés entre nos mains. Et il y avait quelque chose comme 300 chiens sur le site. Il y avait différents types de chiens, des chiens de détection de produits inflammables, des chiens de patrouille, des chiens de sauvetage en tout genre, quelques chiens spécialisés dans la recherche de cadavres, et chacun avait reçu un dressage spécifique à sa fonction. Alors que la nuit tombe, les équipes d'intervention d'urgence continuent d'affluer. Le docteur Cynthia Otto, vétérinaire, s'occupe des soins pour les chiens de recherche des services de secours. Nous faisions essentiellement de la médecine préventive. Notre rôle était de prévenir les blessures et de nous assurer que les chiens faisaient des pauses, qu'ils buvaient suffisamment et qu'ils mangeaient. Parce que l'environnement dans lequel ils se trouvaient débordait de stimulation. Il y avait énormément de bruit, d'activité, et on les réclamait sans cesse. À chaque fois qu'on demandait à un chien de s'asseoir et de se reposer, quelqu'un appelait « On a besoin d'un chien par ici, par ici !» C'était vraiment difficile, mais il fallait parfois dire non. Les chiens nous arrivaient déshydratés. Quasiment à chaque fois, il fallait les réhydrater par intraveineuse. Il fallait leur nettoyer les yeux. Nous avons également insisté sur autre chose. C'est quelque chose qu'on a retenu d'Oklahoma City.
On s'est rendu compte qu'en nettoyant les yeux d'un chien avec une solution saline, on dégageait aussi son orifice nasal. Par conséquent, son odorat et donc sa capacité à détecter des choses s'en trouve améliorée. Parce que non seulement ça enlève la poussière de leur nez, mais en plus ça l'hydrate. Certains avaient des coupures, d'autres des brûlures superficielles. Les chiens ne pouvaient pas aller à certains endroits sans se brûler les pattes. On a dû lancer un appel pour obtenir des bottes de protection pour chiens. Mark Dawson, maître chien et pompier, est accompagné de son chien Elvis. Quand on est arrivé sur place, il y avait encore énormément de fumée, d'incendie. Et il y avait des gens partout. Tout était dévasté. On a mis en place un plan d'action et commencé à diviser la zone en secteurs sous la responsabilité d'une équipe. Elvis était parfait pour le job. Il a montré très tôt les qualités requises pour ce genre de travail. C'est ce genre de chien qu'on cherche. Des chiens indépendants qui, avec un dressage approprié, vont être capables de localiser une personne en vie grâce à son odeur. Ils vont être capables de la chercher et de se déplacer dans un environnement instable et recouvert de débris qui, si nous, humains, marchions dessus, risqueraient de s'effondrer sous notre poids. Ces chiens étant des chiens légers, ils sont en mesure de se glisser dans des endroits étroits. Ils sont capables d'accéder à des endroits trop dangereux pour un homme. L'autre avantage, c'est qu'ils sont capables de couvrir une grande surface en un temps très court. Sachant ça, ces chiens sont les meilleurs outils dont on dispose pour rechercher des victimes en vie, mais aussi pour retrouver des restes humains. Janelle Guzman est bien en vie, mais elle est prise au piège sous les gravats. Elle est consciente, mais elle ne peut bouger que sa main gauche. Je suis restée prise au piège dans cette position pendant 27 heures. Je ne sentais plus mon corps, ma tête. Tout mon corps était complètement coincé entre deux colonnes de béton. Je ne faisais que prier et demander à Dieu une seconde chance. Le temps presse pour avoir une chance de retrouver des survivants. Janelle ne sait pas que sur tout le site de Ground Zero, tout autour d'elle, des chiens et leurs maîtres s'affairent sans relâche à la recherche de survivants. Que les chiens localisent des personnes et mettent fin à l'angoisse de leur famille, c'est ce qu'on pouvait espérer de mieux. Dans les décombres, Janelle Guzman, employée dans la tour 2, commence à perdre espoir. Au pire moment, pendant que j'attendais d'être secourue, j'ai pensé que je ne reverrais plus jamais ma famille. J'étais certaine que j'allais mourir et qu'on ne retrouverait jamais mon corps. Je me disais, mon Dieu, je n'en peux plus, je t'en prie, fais-moi un signe. J'avais besoin d'un miracle et je priais pour que Dieu me l'accorde. Le miracle divin voulu par Janelle lui sera-t-il apporté par l'intermédiaire d'un chien? Pendant plus de 24 heures, Janelle Guzman, employée dans la tour 2, va rester coincée sous les décombres, tandis que des chiens reniflent chaque centimètre carré de Ground Zero. Les chiens de recherche ne naissent pas avec cette compétence. Ils l'acquièrent en recevant un dressage spécifique de leurs maîtres et partenaires. Il faut entre 18 mois et 2 ans de dressage pour faire un bon chien de recherche. Leur entraînement se fait donc dans plusieurs types d'environnements, comme ce bâtiment incendié dans le comté de Rockland. Penny Sullivan, qui a pris part aux recherches à Ground Zero, est la fondatrice de l'association des chiens de sauvetage Ramapo. Elle sait ce qu'il faut faire pour dresser un chien à la recherche de personnes. Y aller progressivement, socialiser l'animal, lui présenter le fait de retrouver une personne comme un jeu et évidemment lui donner envie de jouer à ce jeu. C'est essentiel pour nous. Les chiens doivent se sentir en sécurité sur n'importe quelle surface, même lorsqu'ils s'entraînent sur des marches en acier brûlantes, et ne pas avoir peur de faire ce qu'on attend d'eux. Doucement, ma belle. C'est bien. Même s'ils sont très agiles et se déplacent facilement, ils ont tendance à être très anxieux. La première qualité qu'on recherche chez un chien pour intégrer une brigade cynophile, c'est l'envie de jouer. C'est son moteur. L'envie de jouer et de gagner. C'est ce qui motive un chien à faire les tâches qu'on lui demande de faire. Ils s'attendent à trouver quelque chose quelque part dans le bâtiment. Et ils adorent ça. Pas vrai, Luce? Tous les chiens ne sont pas dressés pour la même chose. Certains sont spécialisés dans la recherche d'explosifs, d'autres de drogue.
Les chiens de recherche et de sauvetage, eux, doivent flairer la présence d'une victime en vie. C'est ce qui donne un sens à leur vie et les fait se sentir utiles. Prêt? Va chercher. Au début, quand le chien s'excite et qu'il veut jouer, il est plein de fougue, il est turbulent. Et à la fin, l'animal devient complètement surexcité. Par la suite, en conditions réelles et à l'entraînement, les chiens ne se mettent plus dans le même état. Ils sont plus posés. Ils ont progressé et c'est vraiment devenu un jeu pour eux. Ce qui fait qu'à chaque fois qu'ils vous accompagnent sur un site pour faire des recherches, ils se disent « Maintenant, je vais pouvoir m'amuser ». Bon chien. Elle est toujours prête à s'amuser. Chaque chien est dressé pour une mission spécifique. Comme celui de Penny Sullivan, la majorité des chiens à grande zéro étaient spécialisés dans la détection de personnes vivantes. Mais devant le faible nombre de survivants, les chiens perdaient leur motivation et se décourageaient progressivement. Il faut dire que les chiens travaillaient sans relâche, mais ne trouvaient que très peu de survivants. Alors, pour les remotiver, il y a des maîtres qui organisaient de temps en temps des jeux de cache-cache avec les membres de leur équipe. Ils faisaient en sorte que le chien trouve quelqu'un et qu'il soit récompensé pour sa découverte. D'autres chiens ont pour mission de repérer la présence de restes humains. Eux aussi ont reçu un dressage spécifique. Le premier jour, je pense qu'on se disait tous qu'il y avait sans doute des personnes piégées dans des poches d'air sous terre et que les chiens les trouveraient. Mais le temps passait et on ne trouvait pas de survivants. Plus d'une journée après l'effondrement, l'employé de l'autorité portuaire Janelle Gusman s'accroche toujours à la vie, mais le temps presse. Les opérations de recherche atteignent alors un stade critique. Elles sont sur le point d'être abandonnées. Ma tête, tout mon corps était immobilisé entre deux colonnes de béton. Je n'avais pas d'espace ni de force pour me sortir de là. Mes jambes me faisaient souffrir. J'étais couverte de gravats et je n'arrivais pas à me dégager parce que je ne pouvais ni me tourner à droite ni me tourner à gauche. Je ne pouvais pas changer de position. Ma main gauche était la seule chose que j'arrivais à bouger. Je n'avais plus la notion du temps, mais ça m'a paru long, très long. Je ne faisais que prier Dieu pour qu'il m'accorde une seconde chance. Rick Cushman est un ingénieur de l'armée qui a rejoint le groupe de volontaires à la recherche de survivants. Il n'a jamais rien vu de semblable à Grande Zéro. Il y avait encore des incendies par endroits sous le métal et l'odeur était insupportable. Ce mélange de débris incandescents de métal et de béton est quelque chose qu'on ne peut pas oublier. Rick Cushman est sur place lorsqu'un chien de recherche indique avoir flairé la présence d'une personne en vie. Il s'agit de Janelle Gusman. Un membre de l'équipe de Pittsfield, il me semble, a repéré dans les décombres un gilet fluorescent de pompier. C'était juste en dessous de la surface. Quand les gars sont arrivés dessus pour vérifier, quelqu'un a hurlé « On a un survivant !» En entendant des pas et du bruit au-dessus d'elle, Janelle recouvre l'espoir d'être secourue. Puis une lumière parcourt son visage. Quelqu'un lui demande son nom. Je lui ai répondu que je m'appelais Janelle. Et j'ai entendu quelqu'un dire « Ok, je la vois, faites attention ». À ce moment-là, c'était très étrange. On aurait entendu une mouche voler. Et puis, comme une nuée d'abeilles, une équipe médicale s'est précipitée sur elle. Mais les ferronniers ont dû d'abord découper les poteaux métalliques sous lesquels elle était coincée. Ils ont déblayé des gravats et m'ont attrapé par l'épaule pour me dégager. Un homme m'a attaché sur un brancard en me disant « Vous allez vous en sortir, ça va aller, on vous a trouvé ». Ils l'ont placé sur un brancard en l'allongeant. Le sol était si instable qu'il a fallu former une chaîne et passer le brancard de main en main pour lui faire traverser les décombres jusqu'à l'ambulance qui l'attendait à la sortie. Quand ils m'ont sorti des décombres, je me suis sentie revivre. Je n'ai jamais été aussi heureuse. Ce que Janelle ne sait pas, c'est que sa joie est partagée par le chien héroïque qui l'a découverte.
C'est vraiment incroyable qu'un chien soit capable de flairer l'odeur d'une personne ensevelie sous des décombres. Ce chien est mon héros. Les heures ont passé et les équipes de sauvetage comprennent que Janelle est la dernière rescapée qu'ils sortiront des décombres. C'est alors aux chiens spécialisés dans la recherche de cadavres de prendre le relais. Mais étonnamment, alors que leur mission est terminée, les autres chiens restent sur le site et participent à la récupération des corps. J'ai été vraiment stupéfaite de voir qu'une fois qu'ils ont commencé à comprendre qu'il n'y avait plus de victimes en vie, ils se sont mis à chercher des restes humains, alors qu'ils n'étaient pas dressés pour ça au départ. Ces chiens dressés pour retrouver des personnes en vie ont aidé les autres à retrouver des restes humains sur le site. Ma chienne, Jazz, n'a jamais aimé la recherche de cadavres. Elle n'a jamais aimé chercher des restes humains. Elle a toujours préféré chercher des personnes en vie. Pourtant, ce jour-là, je lui ai ordonné d'aller chercher. Et d'elle-même, elle a deviné qu'on essayait de retrouver les corps des victimes. Et elle en a localisé. Tous les chiens présents à Ground Zero ne faisaient pas partie des équipes de recherche et de sauvetage. Les chiens de thérapie ont également eu un rôle important à jouer. Ils ont été utilisés pour réconforter et soutenir les équipes travaillant sur le site de Ground Zero lorsqu'elles étaient à bout physiquement et moralement. Les chiens ne cesseront jamais de m'étonner. Je me dis parfois que si en anglais dog et God c'est un anagramme, ce n'est pas un hasard. Ce sont des créatures merveilleuses qui cherchent à faire les choses comme on leur demande. Et les chiens sont toujours heureux de vous voir, même si vous êtes dur avec eux. Chaque chien a sa personnalité. Ils ont été formidables, vraiment formidables. Frank Shane est psychologue et il intervient dans les situations d'urgence. En 2001, il est dans sa voiture avec son Golden Retriever Nicky lorsque les deux tours sont percutés de plein fouet. Il se dit alors que Nicky et d'autres chiens de thérapie pourraient offrir un réconfort bien utile aux équipes sur place. Il a fallu que j'accepte le fait que les équipes de recherche et de sauvetage étaient en plein travail et qu'elles avaient une mission à accomplir. Je ne pouvais pas simplement débarquer et lancer Nicky dans les décombres avec eux. Il fallait qu'il reste en retrait. Un chien a le don de faire ressortir les émotions. Les pompiers et les policiers étaient agglutinés sur le site parce qu'ils voulaient aider. Ils avaient le visage fermé, la mine tellement sombre, tellement triste, mais ils étaient déterminés à y aller et à faire quelque chose. Quand ils voyaient un chien, ils s'arrêtaient, faisaient une pause. Leurs yeux s'éclairaient un peu et ils esquissaient un sourire. Certains s'avançaient pour caresser le chien en disant « Mon chien me manque ». Ils apportaient un semblant de vie et de bonheur dans un environnement qui n'était autrement qu'une scène d'horreur. Leur gyroscope psychologique était cassé. Ils étaient sans dessus dessous et Nicky a réussi à leur redonner des repères en quelque sorte. Par sa présence, il leur apportait de la confiance, un soutien, quelque chose de familier. Il leur offrait une oreille attentive. Il lui parlait, lui racontait des choses que je n'aurais même pas imaginées. Il lui racontait ce qu'il vivait sur le site, et ce d'autant plus que les jours et les semaines passaient et que le bilan des victimes s'alourdissait et démoralisait les équipes. Le lieutenant de la police portuaire David Lim a été secouru le premier jour, après avoir passé 5 heures sous les décombres. Mais il ne sait pas ce qu'il est advenu de son partenaire canin, Sirius. Ma femme et mes enfants sont venus me voir à l'hôpital et je me souviens de Michael s'avançant vers moi et me disant « Je suis content que tu sois là. Où est Sirius ?» J'ai dit « Il est dans le bâtiment, mais ne t'inquiète pas, ils vont le sauver, comme ils m'ont sauvé moi. » Où sont les chiens retraités de Ground Zero aujourd'hui? Quelques-uns sont encore vivants, mais tous sont relativement âgés. De nombreux experts craignaient que la santé des chiens n'ait été affectée par l'environnement toxique du site. Le docteur Cynthia Otto a mené une étude sanitaire portant sur 95 chiens ayant travaillé à Ground Zero. On a pris des radios des poumons de ces chiens. Chaque année, on fait un prélèvement sanguin et des analyses toxicologiques à tous les animaux. On les suit maintenant depuis 10 ans. En 10 ans, on a trouvé très peu de choses anormales. Dans l'ensemble, nous avons été vraiment très étonnés de constater qu'ils n'ont pas développé les difficultés respiratoires qu'on a observées chez les humains et qui posent tellement de problèmes.
J'ai plusieurs théories à ce sujet. L'une d'elles est que leur nez, étant plus long que celui des humains, ils filtrent mieux les particules toxiques. Les études du Dr Otto lui ont aussi apporté des informations utiles pour sélectionner les chiens de recherche de demain. Avec d'autres vétérinaires, elle est en train de mettre en place un projet mêlant méthode classique et avant-gardiste pour repérer les futurs candidats. Ce qui fait un bon chien de recherche, c'est l'envie de jouer. Il faut qu'ils tirent fort, qu'ils aient vraiment envie de s'amuser, qu'ils montrent une réelle motivation à aller chercher leur récompense. On les dresse pour rechercher des personnes en vie. Et si le chien aime jouer, s'amuser, ce sera un excellent chien de recherche. Le petit chiot avec lequel je jouais à l'instant ne lâchait pas. Il n'arrêtait pas de tirer. Et alors que tous les autres étaient prêts à laisser tomber, lui en redemandait. Il voulait continuer de jouer. C'est le comportement qu'on attend. Parce que si vous étiez enterré sous un bâtiment effondré, vous ne voudriez pas que le chien s'arrête de chercher. Nous sommes dans l'un des chenils qui nous fournit actuellement les meilleurs chiens de recherche. Le pays manque encore de programmes d'élevage de qualité pour dresser des chiens performants, sains et forts. Nous allons maintenant faire entrer Pride. Pride est un de nos chiens d'élevage de référence. Elle va nous servir de modèle pour repérer chez un chiot les caractéristiques qui font un fabuleux chien de recherche. On va lui faire un prélèvement sanguin qu'on va rapporter à notre laboratoire pour faire un profil de son ADN. On aimerait pour l'avenir non seulement sélectionner nos chiens d'élevage, mais aussi aller dans les refuges et voir si les chiens qui s'y trouvent ne feraient pas de bons candidats. En prélevant un échantillon de leur sang, on pourrait regarder s'ils ont dans leur empreinte génétique les qualités requises pour faire un bon chien de recherche et de sauvetage. Si l'élevage permet de repérer et de dresser un bon chien de recherche, de nouveaux outils technologiques existent aujourd'hui qui facilitent aussi les opérations de sauvetage. Dans le monde entier, on utilise désormais des caméras spécifiques fixées sur les chiens pour permettre aux sauveteurs de voir ce que le chien trouve. Équipées d'un dispositif infrarouge, les caméras permettent de voir dans le noir. Ce système est composé de 2 caméras équipées de lampes infrarouges à LED qui permettent d'éclairer dans l'obscurité. Même les chiens les plus vigoureux ne peuvent pas travailler en continu. On utilise alors un appareil électronique de localisation des victimes. Quand les chiens ont besoin de faire une pause, cet instrument prend le relais et nous permet de sonder les décombres. Cet appareil peut faire avancer des recherches de façon significative. Son rôle est de localiser les victimes prises au piège sous une structure qui s'est effondrée lors de la catastrophe naturelle telle qu'une coulée de boue ou une avalanche, et ça fonctionne comme un géoradar. On le place à la surface des décombres et il est capable de détecter un mouvement jusqu'à 10 mètres de profondeur et une respiration à 6 mètres de profondeur. La technologie nous a permis d'atteindre des endroits inaccessibles pour l'homme auparavant. On habille les chiens de gilets contenant du matériel de premier secours destiné aux victimes, nourriture, médicaments, radio. Les équipes de recherche peuvent commander ces gilets à distance pour libérer le matériel. Si les chiens présents à Ground Zero avaient pu travailler avec cette technologie, ils auraient été capables de sauver un nombre de personnes bien plus important. Ces outils ultramodernes auraient sans doute fait une différence s'ils avaient existé une dizaine d'années plus tôt, en 2001. Peu de temps avant l'effondrement des tours, le lieutenant David Lim a laissé son partenaire canin Sirius dans sa cage dans le sous-sol du World Trade Center. Après avoir été extrait des décombres, il a pris quelques semaines pour se rétablir, puis il est retourné travailler, sans savoir ce qu'était devenu Sirius. Par la suite, je suis retourné au travail 1 mois plus tard, je crois, et à temps partiel. Un jour, j'ai reçu un coup de fil me demandant si j'avais prêté ma chemise à quelqu'un, parce qu'ils avaient trouvé une victime avec ma chemise, une chemise à mon nom. J'ai répondu « Non, pas que je me souvienne ». Mon interlocuteur m'a demandé si je pouvais passer à Ground Zero. Après les attaques terroristes sur le World Trade Center, le lieutenant David Lim retourne au travail avec un nouveau chien pour coéquipier. Mais une question le taraude. Qu'est devenu son ancien partenaire Sirius? Quelques mois plus tard, il reçoit un appel intrigant. Il m'a demandé
Est-ce que tu as prêté ta chemise à quelqu'un? Parce qu'on a trouvé quelqu'un avec une chemise au nom de Lim. Je suis allé sur place. En fait, c'était Sirius qu'ils avaient trouvé. Ma chemise était suspendue au mur et ce mur était tombé sur Sirius, elle le recouvrait. Je suppose qu'au début, sans examen approfondi, ils avaient pensé qu'il s'agissait de restes humains. Quand je suis arrivé en bas, ils l'avaient enveloppé dans un sac mortuaire noir. Je me rappelle, ils m'ont demandé si je voulais le voir. J'ai dit non, je préfère conserver le souvenir de lui tel que je l'ai quitté. Je lui avais dit, je te promets de revenir te chercher. Et c'est ce que j'ai fait. À cette époque, quand un corps était récupéré, quand il était extrait du sol, tout le monde s'écartait devant lui. Le prêtre présent faisait un petit discours. Il a fait pareil pour Sirius. Ils ont arrêté toutes les machines, et quand ils l'ont sorti, le prêtre a parlé de toutes les créatures, grandes ou petites, qui avaient perdu la vie ce jour-là. Ensuite, on est passé devant les postes de commandement. On a traversé Holland Tunnel, le terminal de bus, et devinez ce qui s'est passé. Les policiers présents sont sortis et ont fait le salut sur notre passage. Désolé. Je ne l'oublierai jamais. Dix ans après les attentats, par une journée plus calme et ensoleillée, le docteur Cynthia Otto, Michael Hingson, l'éleveuse de chiens de recherche Nancy Brooks et le psychologue Frank Shane ont organisé une journée du souvenir, accompagnés de leurs nouveaux chiens. Ils sont venus se recueillir. À Ground Zero, il règne une atmosphère très particulière, quasi religieuse. Le site est un chantier géant, mais c'est toujours un lieu de rassemblement pour ceux qui veulent se souvenir des êtres chers qui ont perdu la vie ce jour-là. À l'extérieur de la caserne de pompiers qui se trouvait au pied des tours, un mur du souvenir rend hommage aux 343 pompiers qui ont péri en faisant leur devoir. Juste là, ce sont les tours jumelles. On peut presque voir des visages. Les chiens étaient lâchés. Ils y allaient sans harnais, sans laisse. Ils marchaient sur des poutrelles, sur les décombres. Combien de temps ça vous a pris pour descendre du 78e étage? Jusqu'à ce qu'on soit dehors, ça a pris 1 heure. Tu as des questions? Combien de gens sont morts? Près de 3000 personnes sont mortes ici, dans les 2 tours. Alors c'est un endroit vraiment très spécial. Le groupe arrive au mémorial du 11 septembre à la chapelle Saint-Paul. C'était un lieu de réconfort pour les équipes de sauvetage de Ground Zero. Aujourd'hui, c'est un lieu pour se souvenir et se recueillir. Je viens d'en voir un pareil. C'est rempli des écussons des différents départements de police et équipes de secours. Frank Shane découvre alors une photo de son chien Nicky, décédé en 2004. Ça devait être à une cérémonie. Il est là avec sa lampe torche. La nuit, on voyait les lumières des pompiers qui travaillaient sur le site. Ça ressemblait à une fosse, parce que ça faisait vraiment comme une fosse. Et un pompier lui a donné cette lampe torche pour qu'il fasse attention à lui, comme il disait. C'était l'une de leurs devises. Fais attention à toi. Il voulait que Nicky fasse attention à lui. Les chiens héroïques du 11 septembre ont presque tous disparu aujourd'hui, mais ils resteront à jamais dans l'histoire et dans le cœur de leur maître. Quand on prend part à quelque chose de cette ampleur et de cette intensité, et qu'on travaille si étroitement avec un animal, ça crée un lien entre vous qui ne s'effacera jamais. Quiconque a un animal domestique sait à quel point on peut s'attacher à eux. Elvis était mon partenaire. On a vécu plein de choses ensemble, lui et moi. Les liens qui nous unissent à un chien sont très forts. Quand on effectue des missions comme celle du 11 septembre et qu'on voit ce que notre chien est capable de faire et ce qu'il fait pour nous, ça fait mal.
Je savais de quoi elle était capable, quel genre de chien elle était. Je savais à quel point elle m'était dévouée. Les événements du 11 septembre n'ont fait que renforcer l'amour et l'affection que je lui portais. C'était ma chienne, ma guide et une partenaire vraiment exceptionnelle. Sans ce chien, je serais probablement encore sous les décombres. Heureusement, il était là, et je lui suis infiniment reconnaissante. Je considère mes 2 enfants nés après le 11 septembre comme une bénédiction. Ils n'auraient pas été là sinon, et ça aurait été dommage. Mais je pense que c'était écrit comme ça, rien n'arrive sans raison. Je n'étais même pas là quand Jazz est morte. J'étais à l'étranger pour le travail. On travaille si étroitement avec ces chiens qui ne nous réclament rien. Ils font tout leur possible et ils vont jusqu'à risquer leur vie pour nous, d'une manière ou d'une autre. Quand vous partagez une expérience comme celle-là, vous ne devenez plus qu'un. C'est quelque chose d'impossible à oublier. Je crois que la chose la plus importante qu'il m'ait apprise, c'est de savoir faire preuve d'une infinie compassion. De ne pas être dans le jugement. Et décompresser de temps en temps. Ça ne voulait rien dire pour lui, les terroristes, les avions, les bâtiments qui s'effondrent. Il ne se rendait pas compte de toutes ces choses horribles. Il faisait ressortir la bonté des gens. Le moment qui restera gravé dans ma tête, c'est quand le FBI est venu pour me remettre une décoration posthume au nom de Sirius. Ils avaient trouvé l'écuelle de Sirius, l'avaient nettoyée, et ils sont venus me la remettre. Je l'ai toujours. Il faut croire qu'il me manque, mon pépère. On se souviendra encore longtemps de Sirius au Battery Park, dans le sud de Manhattan. En 2005, son nom a été donné à une aire d'exercice pour chiens. Elle se trouve au bout du mémorial pour la paix. C'est dans ce lieu, en hommage aux chiens héroïques du 11 septembre, que la nouvelle génération de chiens de recherche vient s'ébattre et jouer. Allez! Vas-y, mon C'est qui là? C'est Chief. Chief. Suis-moi. Ils ont cherché des survivants sans relâche. Et quand l'espoir d'en retrouver s'est éteint, ils ont repéré les restes des victimes et ont rendu un peu de paix aux familles meurtries. Ils sont allés là où les hommes ne pouvaient pas aller et ont travaillé docilement, fouillant sans relâche, ignorant les risques, ne demandant qu'un peu de repos de temps en temps, quand ils le pouvaient. Aux chiens héros du 11 septembre, qu'ils aient notre reconnaissance éternelle.